Bonsoir Monsieur Asquin. Bonsoir Florence. Vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie. Merci de nous accueillir chez vous. De cette Académie, en fait, on ne sait pas grand-chose à part faire des émissions télé. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est bien. Hein. On fait beaucoup de choses. C'est une ancienne institution, une des plus anciennes de Belgique, fondée en 1772 par l'impératrice Marie-Thérèse. Et elle a plusieurs vocations. C'est d'abord un lieu de savoir, un lieu d'échange avec des savants, des spécialistes d'à peu près toutes les disciplines, auxquels on a associé également des savants étrangers venant des 5 continents. C'est aussi un conservatoire du savoir. Un exemple, une bibliothèque de 950 000 volumes, dont à peu près 100 langues différentes, des archives. Et enfin, et ça c'est un élément nouveau du XXIe siècle, une volonté aussi d'organiser la pédagogie du savoir, la diffusion de la connaissance, comme nous le faisons ici avec énormément de jeunes en particulier. Nous devons être à même de vulgariser, dans le sens noble du terme, la science. Et nous disposons pour cela de plusieurs instruments. Le Collège Belgique, c'est 150 conférences à Bruxelles, à Namur, à Liège, Charleroi, Mons, Arlon. Ce sont des éditions, notamment des éditions de poche. Et nous venons de fêter le 100e bouquin sorti dans cette collection. C'est une newsletter diffusée à presque 20 000 exemplaires. Et ce soir, c'est un événement un peu particulier. Et aujourd'hui, c'est un événement particulier. L'Académie, qui a une masse d'activités très différentes, affronte aujourd'hui la télévision. C'est la rencontre véritablement de la science et de l'audiovisuel. À mon avis, vous êtes plus stressé que je ne le suis. Mais même pas, en même pas, ben voilà. Si on est là ce soir, c'est pour un tournoi d'éloquence. Alors, on ne va pas croiser le fer, on va croiser les mots. C'est pas une habitude belge, hein, les tournois d'éloquence. Non, disons que nous nous inspirons en partie déjà de ce qui existait au Moyen-Âge dans les universités médiévales. La disputatio, c'est-à-dire la discussion organisée par un professeur ou plusieurs professeurs avec un public, où on développe une thèse, on argumente, et le raffinement de l'argumentation doit s'accompagner aussi de l'éloquence. L'éloquence, c'est choisir les mots, c'est faire en sorte que le raisonnement coupe de source. L'éloquence, elle peut être gestuelle aussi. Et c'est dans ce droit fil, en quelque sorte, que nous nous insérons, parce que je crois que la capacité d'argumentation, d'échange des idées, dans une académie où en principe il n'y a pas de tabou, c'est quelque chose d'essentiel. Et par les temps qui courent, nous nous adressons à un public d'âge mûr, mais aussi à beaucoup de jeunes. Oui, et c'est essentiel. Il y a beaucoup d'étudiants. Alors, le thème des tournois de l'Académie ce soir, c'est la Belgique de demain, monarchie ou république. Pourquoi l'Académie se lance dans un débat aussi sensible? D'abord, un clin d'œil. Nous sommes dans la salle du trône. Ce palais a appartenu à l'héritier du royaume des Pays-Bas à l'époque où nous étions hollandais. C'était le prince Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau qui avait épousé d'ailleurs une princesse russe qui était rien d'autre que la sœur du tsar Alexandre Ier. Et ce palais date des années 1825, 1827, 28. Le roi est le protecteur de l'Académie. Nous sommes au cœur de l'État central. Le palais royal n'est pas loin, le Parlement aussi. Mais on dit quand même ce qu'on veut ce soir, enfin pas nous, en l'occurrence. Évidemment, c'est bien ça. C'est un clin d'œil aussi qui montre qu'il n'y a pas de sujet interdit à l'Académie. Nous sommes une enceinte de libre discussion, de liberté d'échange. Et bien sûr, il y aura des jouteurs ce soir, mais je rassure l'auditoire. Non, il n'y aura pas d'armure, il n'y aura pas d'épée, il n'y aura pas de casque. Et l'Académie ne définit pas une position. Elle organise un débat d'idées, une confrontation d'idées sans violence verbale, et il ne faudra pas en conclure, quel que soit le résultat du vote tout à l'heure, que l'Académie a pris position dans tel sens ou dans tel sens. Alors, un tournoi d'éloquence, ça nécessite un peu d'organisation, évidemment, parce que chacun, pour défendre sa position, a un temps de parole bien déterminé. Pour gérer le timing, et plus, si affinité, on a Bruno Coppens. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Florence. Bonsoir Bruno. Bonsoir monsieur le concierge. Vous êtes monsieur Carnaval déjà? Oui, vous voyez, je suis déjà en grade. Hein, oui. Vous avez dit sans tabou. Hein.
Bruno, cette question que je me pose, à part faire des chroniques sur la première, à part faire des livres, des spectacles, vous avez un vrai métier? J'ai un vrai métier. Ce soir, je suis gardien du temps. Je vais faire sonner la cloche pour que les orateurs aient tous le même temps de parole, c'est important. Il y aura 2 étudiants, 2 citoyens, 2 avocats. Je ferai aussi un petit peu le bilan après les duels, c'est-à-dire que je vous donnerai un petit peu les réactions du monde entier sur les réseaux sociaux. Hein. Et puis, sachez que j'ai déjà travaillé un petit peu. J'ai fait un micro-trottoir dans la rue sur le thème République aux monarchies. J'ai fait ça ici à côté, devant la grande grille. Ouais. Où il y a la maison avec les drapeaux et le soldat. Oui, Et les gens devant sont 100% pour la monarchie. C'est étonnant, hein, c'est un score nord-coréen. Enfin, voilà. Pour débattre de l'avenir de la Belgique, nous n'avons pas 2, nous n'avons pas 4, nous avons 6 orateurs. Ils sont divisés en 2 équipes, vous l'aurez compris. Il y a une équipe qui va défendre la monarchie, l'autre équipe va défendre la République. Et chaque équipe est composée, vous l'avez dit, d'un étudiant, d'une personne issue de la société civile. Des citoyens. Des citoyens et d'un expert. Merci de les accueillir. Voici Raphaël Motard, Antoine de Spiegeler, Nadia Geert, Pierre-Yves Monette, Marc Oitendal et Francis Delperret. Alors pour tirer au sort l'équipe qui va commencer, qui va débuter ce tournoi, on a cherché une main innocente en Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi non plus. Donc on fait quoi? Eh bien, on va tirer au sort. On va tirer au sort. Il y a 2 enveloppes que voilà. On va demander aux 2 étudiants, de choisir une de ces enveloppes. Et dans l'une d'entre elles, il y a un papier avec les armoiries de l'Académie. Et celui qui tirera les armoiries de l'Académie, eh bien, ouvrira le feu, en quelque sorte. C'est ce camp-là qui commencera. Priorité peut-être à Antoine, qui est le Benjamin de cette compétition. Je vous en prie. Prendre celle-ci. Je prendrai le. Merci de montrer. La République commence. Et c'est donc Raphaël qui va débuter le tournoi. Donc il y a 2 camps, on le rappelle. Le camp de la monarchie, qui sera représenté par Antoine, le camp de la République par Raphaël. Eh bien, je déclare ouvert on va peut-être présenter les Raphaël. Premiers tournois de l'Académie. Avec Raphaël qui est étudiante, vous nous le rappelez? Elle est étudiante en sciences politiques à l'Université de Liège. Alors Raphaël est aussi cet être extrêmement complexant qui, le dimanche, depuis 7 ans, au lieu de regarder des séries Netflix en position fétale, comme toute personne qui se respecte le dimanche, apprend le chinois. Voilà. Si Raphaël change d'avis, vous pouvez me demander conseil. Antoine de Spiegeler, qui est étudiant aussi. Qui est étudiant en droit et en philosophie à l'Université de Saint-Louis. Alors, à part passer ses soirées à défendre le roi, la loi, la liberté, Antoine a 3 passions dans la vie, il faut le savoir. Il aime les chansons des dessins animés Disney, Harry Potter et son chat. Oui, je me suis renseignée, ça n'est pas une honte. Moi aussi, j'aime beaucoup mon chat. Antoine et Raphaël, précision importante, peut-être. Vous le savez, mais je vous le dis à vous dans la salle et à vous devant votre télé. Vous n'avez pas le rôle le plus facile parce qu'en fait, on ne vous a pas laissé le choix de votre position. Ça n'est pas votre conviction intime. On vous a imposé la position à défendre ce soir. Vous vous apprêtez peut-être à défendre le contraire de ce que vous pensez. Bonne chance à vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les Belges sont égaux devant la loi. Article 10 de la Constitution. Pourtant, le Congrès national dès 1831 établit une distinction fondamentale en ce qu'il érige un citoyen en chef d'État. C'est par le jeu des puissances internationales que le constituant originaire fut forcé et contraint de mettre en place une monarchie. Preuve en est la maxime de Jean-Baptiste Nothomb. Preuve en est la maxime de Jean-Baptiste Nothomb lancée à la noble assemblée. Comme monarchie, vous serez une puissance. Comme république, un épouvantail. C'est donc le cœur républicain qu'ils ont voté pour l'instauration d'une monarchie. Votez oui. N'oublions pas que Léopold Ier a tout de même été élu. Et si certes ce système s'est avéré nécessaire il y a maintenant plus de 170 ans, il me semble désormais obsolète. Farouk, le roi du Caire, déposé par un coup d'État en 1952, prédisait déjà ceci. Dans quelques années, il ne restera que 5 rois. Le roi de pique, le roi de cœur,
le roi de trèfle, le roi de carreau et la reine d'Angleterre. Notre monarchie trône là, tel un souvenir intouchable, dont la légende raconte qu'elle aurait à maintes reprises prouvé son efficacité, sa clairvoyance. D'aucuns plaident d'ailleurs que le débat que nous avons aujourd'hui n'a plus d'importance, puisque le roi en Belgique ne remplit principalement qu'une fonction symbolique. Et il est vrai que la monarchie en Belgique, parce qu'elle est constitutionnelle et représentative, n'a qu'un pouvoir politique limité, s'apparentant presque à un rôle figuratif. C'est ici qu'il nous faut souligner la beauté de la sémantique. Entre pouvoir et influence, il peut y avoir un monde. Si le roi ne semble plus posséder de réels pouvoirs politiques, puisque ceux-ci ont d'emblée été confiés au gouvernement, il n'en reste pas moins qu'il semble jouir d'une influence souvent trop ignorée, puisqu'il dispose tout de même de la possibilité d'être consulté, de stimuler et d'avertir. En admettant que ces prérogatives royales ne se rattachent qu'à un rôle d'étiquette, comment expliquer alors que notre roi reçoive chaque semaine notre Premier ministre, chef de gouvernement, qui légalement n'a de compte à rendre que devant le Parlement? Comment justifier qu'il puisse aussi convoquer à loisir les représentants des entités fédérées, du secteur culturel, du secteur privé? Une autre question me taraude, mais avant de vous la soumettre, je vous précise ceci. Mon propos n'est pas une critique farouche des dépenses royales. Tout système coûte cher, il va sans dire. Mais comment expliquer que plus de la moitié du budget alloué par la liste civile de notre souverain, qui s'élève tout de même à 12 millions d'euros, soit dépensé dans les salaires des personnes travaillant pour lui? Et pourquoi, parmi les 6 départements de la maison du roi, 3 de ceux-ci sont pourvus de fonctions plus que politiques? Je pense notamment à la maison militaire, au cabinet du roi et au département des relations extérieures. Permettez-moi de le dire, on semble bien au-delà de l'aspect protocolaire que certains lui vouent, ce qui ne pose aucun problème si on lui reconnaît l'influence dont il jouit. Par contre, si cela ne s'apparente qu'à de la figuration, il me semble alors que le prix est bien trop élevé pour la tâche à accomplir. À l'auguste assemblée qui me fait l'honneur de m'écouter, je pose cette question. N'existe-t-il aucune alternative pour que converge l'idée d'un chef d'État stable, détaché des intérêts particratiques, et l'idéal de démocratie, d'égalité qui nous anime? Sommes-nous définitivement liés par les choix de notre constituant originaire? La Belgique est-elle une société hétéronome, figée dans son modèle de 1831? L'histoire du pays a démontré le contraire, et il est aberrant qu'au XXIe siècle, le choix de la personne nous représentant en Belgique soit apparenté à une sorte de loterie, qui plus est, héréditaire. Alors où même le choix des urnes peut être contesté, mesdames, messieurs, n'est-il pas temps d'amender le choix du sang? Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis un étudiant de 21 ans et nous sommes en 2017. Et je ne vous cacherai pas que lorsqu'on demande à un étudiant de 21 ans en 2017 s'il soutient et défend le système monarchique, sa première réponse, sa réponse spontanée, est plutôt critique, est plutôt en fait de tendance républicaine. Je pense qu'il serait plutôt tenté de dire qu'une monarchie est un concept du passé qui fonctionne selon une logique aristocratique, mal adaptée au XXIe siècle. Bref, je pense qu'il serait plutôt tenté d'affirmer que ce passage d'un régime monarchique à un régime républicain serait plutôt une bonne chose pour la démocratie belge. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même encore quelques petites choses à vous dire. Si nous nous donnons la peine de creuser la question, une réponse aussi simple, voire même aussi simpliste, ne peut pas suffire. Et la première étape d'un bon raisonnement lorsqu'on nous pose une telle question est sans doute de savoir exactement de quoi nous parlons. Alors on vous l'a déjà un peu précisé, mais répétons-le et soyons encore plus précis. La monarchie belge, ça n'est ni ce qu'on appelle une monarchie protocolaire ou une monarchie à la scandinave, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle le roi n'a aucun rôle politique. J'en conviens. Et la monarchie belge, ça n'est pas non plus une monarchie absolue de droit divin à la Louis XIV. En fait,
En Belgique, nous avons ce que nous appelons une monarchie constitutionnelle représentative sous un chef héréditaire. Ce qui signifie tout simplement que le roi tire son pouvoir de la constitution qui émane de la nation, autrement dit, de la volonté générale. Dans notre système, le roi, comme on l'a déjà dit, n'a qu'un rôle bien limité, bien circonscrit, bien restreint, en fait. À proprement parler, je ne dirais pas qu'il exerce des prérogatives, comme on l'a entendu, mais bien une fonction royale, c'est-à-dire une mission de conseil et de soutien effacée et discrète. Une plus jolie manière de le dire, je crois, est celle-ci. Notre roi est certes chef de l'État, mais pas du gouvernement. Il règne, mais il ne gouverne pas. Maintenant que nous y voyons un peu plus clair, tordons le cou, ensemble, à quelques idées reçues, à quelques arguments un peu faciles qu'on entend encore souvent aujourd'hui lorsqu'on s'attaque au régime monarchique. Non, la Belgique n'est pas un cas isolé par rapport à ses voisins, la Belgique n'est pas en retard sur ses voisins, il suffit pour ça de se tourner vers le nord ou de regarder par-dessus la Manche. Non, la monarchie, avec ce qu'elle a d'élégant et de somptueux, n'induit pas un coût exorbitant pour le concitoyen. Et j'irai même plus loin, et je le dirai, osons le dire ce soir, la monarchie coûte moins cher que la République. Non, enfin, il n'y a pas de demande majeure, ni même d'ailleurs majoritaire en Belgique, pour un changement, que ce soit pour une réforme du régime actuel ou que ce soit pour le passage d'une monarchie à une république telle qu'on discute ce soir. Après avoir tordu ensemble ces quelques coups, venons-en au cœur même de ce débat. La fonction royale, c'est avant tout une image. À l'extérieur, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler du prestige international. En effet, c'est bien connu, la famille royale joue un rôle essentiel de représentation, mais aussi, cette famille royale apporte un soutien inestimable lors de nos missions économiques. À l'intérieur, chez nous, à la maison, il s'agit d'incarner ce qu'on pourrait appeler un pôle d'identification collectif, c'est-à-dire une valeur sûre qui nous rassemble. La fonction royale, c'est un grand neutre, au-dessus de la mêlée, inscrit dans la durée, qui permet d'apaiser toutes les tensions qui déchirent notre tout petit pays en nous unissant par-delà les clivages linguistiques, communautaires, idéologiques. La fonction royale, enfin, c'est aussi, et c'est peut-être même surtout, une implication dans la société civile et dans le monde associatif, culturel, sportif. Il y a de très très nombreux exemples de ce qu'on appelle des initiatives royales. C'est par exemple la Fondation Roi Baudouin, qui fait un travail remarquable, ou encore, en musique classique, le concours Reine-Élisabeth. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le jeune étudiant que je suis, après ces quelques réflexions, est prêt à se déclarer à 21 ans, en 2017, monarchiste. Non pas un monarchiste de cœur, amoureux d'une personne ou d'une famille ou d'une fonction pour ce qu'elle aurait de symbolique, mais un monarchiste de raison, c'est-à-dire quelqu'un qui estime à sa juste valeur une fonction politique étrange et particulière et spécifique qui joue en Belgique, dans ce petit pays étrange et particulier et spécifique, un rôle fondamental et essentiel. Excellent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 14 novembre 1990, c'est un jour noir pour la Belgique. Les princes Albert et Philippe connaissent aujourd'hui un destin tragique. En effet, nous apprenons à l'instant qu'ils se trouvaient dans un vol 404 Alitalia qui s'est écrasé il y a à peine 1 heure, alors qu'il était en approche de l'aéroport de Zurich. Le pays est en deuil. Qui succédera au roi Baudouin? La question que tout le monde se pose. Selon l'ordre de dévolution instauré par la Constitution, c'est le prince Laurent à qui échoit le titre d'héritier présomptif. Imaginez un instant que nous devions supporter un roi ou une reine qui mépriserait la fonction. L'ordre de dévolution étant institué par la sacro-sainte Constitution, nous n'aurions d'autre choix que de subir ce chef d'État. C'est à Laurent, homme à scandale, que reviendrait le pouvoir d'influencer le choix du chef de gouvernement. À lui reviendrait la possibilité de mener des colloques constitutionnels, où le maître mot est le secret, pour peut-être ainsi influencer de manière nébuleuse, sibylline, les décisions de ce pays. Imaginez-en les répercussions sur la scène internationale et européenne, alors que même Bruxelles en est la capitale. Il suffit de songer à Léopold II et la gestion critiquée de l'État indépendant du Congo. Il est certain que mon exemple est une fiction, puisque les rois Albert ne sont pas tragiquement décédés,
et que la loi Salic a été abrogée en 1992. Puis pour ceux voulant objecter que faire l'expérience d'un mauvais dirigeant peut se produire sous un régime républicain, je leur répondrai que chaque régime est perfectible, à ceci près que grâce à la République, nous ne sommes plus spectateurs, mais acteurs, puisqu'il y a vote, ce qui est bien plus démocratique que l'imposition d'un héritier. De plus, si le président s'avère médiocre ou dangereux, il suffit de ne pas renouveler son mandat. Un roi, quant à lui, reste jusqu'à ce qu'il abdique ou meure. Et dans un monde en perpétuelle évolution, la dimension temporelle prend une place primordiale. Aussi, je réfute l'argument selon lequel prôner une république équivaut à promouvoir le séparatisme. Par son rôle neutre, nous dit mon cher collègue Antoine, le roi apparaîtrait comme un pôle d'identification nationale dans un pays dont la richesse passe par la complexité. Pays, c'est vrai, où les mots culture, identité et langue ne peuvent se concevoir qu'au pluriel. Je suis désolée, mais la stricte neutralité est un mythe. Pour preuve, la famille royale est profondément catholique, francophone, aux allures un peu conservatrices. Et par ses traits distinctifs camouflés au mieux, elle peut devenir un élément de division. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui. Si une majorité de Belges, 50,6%, se disent en faveur de l'instauration d'une monarchie minimaliste, la population flamande se montre quant à elle en faveur de l'instauration d'une république, et ce, à plus d'un tiers. En effet, ils ne voient à la monarchie ni légitimité, ni neutralité. La famille royale semble siéger là, tel un vestige du passé, représentant la frange de la population par laquelle la Flandre s'est sentie humiliée pendant des décennies. Comment leur en vouloir de ne pas se retrouver dans cette image dépeinte? La Belgique du futur se doit d'être une démocratie moderne, c'est-à-dire faire l'expérience de la représentativité, de la transparence. Aujourd'hui, le statut à lui seul ne suffit plus. En effet, on ne peut plus, dans des situations aussi alambiquées, dans des périodes aussi troubles, compter sur la simple éducation royale pour faire de notre chef d'État une personne capable et responsable, prête à assumer ses fonctions. Il faut dès lors peut-être plus que jamais se munir en plus d'une formation pointue de compétences d'ordre humain, de soft skills, comme on dit à l'américaine. Or, cela ne semble pas être une chose qui s'enseigne, mais qui s'acquiert. Et force est de reconnaître que cela n'est pas donné à tout le monde, ni même aux souverains et héritiers présomptifs. Paul Wainant disait d'ailleurs, « Parce qu'elle est fondée sur l'hérédité, la monarchie n'en garantit pas la pérennité. » Alors je vous pose cette question. Allons-nous rester englués dans ce statu quo conservateur au nom d'une stabilité de mauvais aloi? De la stabilité à l'immobilisme, il n'y a qu'un pas. Mais je vous laisse seul juge et vous soumets pour dernière réflexion cette citation de George Bernard Shaw. « Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis il y a ceux qui voient les choses, c'est pas les choses telles que. Et puis il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. » Merci beaucoup. Nous avons entendu, et nous allons encore entendre ce soir, beaucoup de choses qui vont dans un sens comme dans l'autre et qui ont plus ou moins de mérite. Mais j'aimerais cependant attirer votre attention sur un élément bien particulier qui me semble primordial. En effet, j'entends de manière sous-jacente mais générale cet argument, tant répété d'ailleurs un peu partout, de l'absence de légitimité démocratique de cette fonction royale qui est transmise, disons-le, par le hasard de l'hérédité. Et cette vision a évidemment un certain sens. Mais je pense que cette vision témoigne d'une assimilation très discutable et très critiquable entre démocratie d'une part et élection de l'autre, l'un n'allant pas forcément avec l'autre. De plus, je pense que cette vision, et c'est le plus important, fait l'impasse sur une série de réalités qui mettent en difficulté, qui complexifient un régime dans lequel le chef de l'État est élu et qui sont en fait intrinsèquement liées à tout système d'élection. Je parle d'abord, bien sûr, du choix du président, puisque, vu la composition politique particulière de la Belgique et les arrangements qu'on lui connaît déjà, il est plus que probable,
c'est mon humble avis, que l'on opte pour une rotation. C'est-à-dire qu'on aurait 5 ans un néerlandophone, puis 5 ans un francophone, et puis pourquoi pas tous les 45 ans un germanophone pour que tout le monde soit content. Bref, on voit bien qu'il s'agit là d'une très épineuse question. Je parle aussi des différents piliers qui composent le paysage politique belge et des marchandages qui vont voir le jour lorsqu'apparaîtra sur ce qu'on pourrait appeler le marché politique, cette nouvelle position. Et je parle enfin de cette notion un peu plus technique, mais bien connue, qui est l'affaiblissement, la fragilisation, la vulnérabilisation qu'un politicien élu à une position de pouvoir subit à l'approche des prochaines échéances électorales. En effet, c'est bien connu que dans l'année environ avant les élections, on n'ose plus prendre de décisions dans les dossiers compliqués de peur de vexer l'électorat, en tout cas une partie de l'électorat, et de se retrouver sur un siège éjectable. Maintenant que ces quelques éléments ont été mis en lumière, posons en fait la véritable question, la question avec laquelle on aurait sans doute peut-être dû commencer. Et cette question, c'est surtout à vous, équipe républicaine, que je la pose, mais c'est aussi à chacune et à chacun d'entre nous ce soir, et bien sûr, à moi-même. Et cette question, la voici. À quoi bon? À quoi bon se lancer dans une réforme immense qui va soulever des difficultés inimaginables, qui va entraîner des coûts énormes et qui va prendre un temps fou quand on sait le temps que passent certains dossiers sur le bureau de nos élus avant qu'une quelconque décision soit prise? Alors, comprenons-nous bien, parce qu'on va me le reprocher, je ne dis pas ici que parce que le changement est difficile, on ne devrait pas le souhaiter. Je ne dis pas ici que parce que la tâche est lourde, on ne devrait pas s'y atteler. Ce serait malhonnête, et puis ce serait finalement un peu lâche. Non, ce que je dis et ce que je pense, c'est que tout homme politique responsable se doit de rechercher un juste équilibre, le plus juste équilibre, entre l'investissement nécessaire et le résultat et les avantages du projet qu'il envisage. Sortons donc une minute ou 2 ou 3 minutes, enfin le temps qu'il me reste ici à vous parler, de ce débat certes intéressant mais trop abstrait, de cette discussion d'intellectuels. Et mettons-nous à la place, qui est aussi la nôtre d'ailleurs, du Belge du quotidien, du Belge de tous les jours. Ce changement institutionnel majeur qui est ici débattu, va-t-il apporter une solution, ou même un début de solution, à au moins un seul des grands problèmes de société que notre pays connaît? Je pense que la réponse, désolé, est très claire. Si la Belgique de demain se réveille républicaine, les tensions communautaires qui déchirent notre petit pays ne seront pas diminuées, mais bien exacerbées. Si la Belgique de demain se réveille républicaine, les tensions idéologiques qui déchirent notre petit pays ne seront pas apaisées, mais bien exacerbées, puisque, comme je l'ai déjà dit, notre caste politique pourra alors s'étriper dans la quête d'une nouvelle position que serait celle de président de la première République fédérale de Belgique. Si la Belgique de demain se réveille républicaine, les difficultés économiques que connaissent nombre d'entre nous ne seront pas résolues. Ne nous lançons donc pas dans une aventure si floue et si imprécise, dans le seul but de satisfaire le plaisir dogmatique de quelques-uns. Soyons pragmatiques. Entre l'Ancien Régime et la République à la française, il doit exister un entre-deux, un juste milieu, bref, un espace pour un compromis à la belge. Réjouissons-nous donc d'avoir trouvé ce modèle constitutionnel atypique pour un pays si atypique. Je vous remercie. Vous avez chacun eu 10 minutes à la seconde près, sauf Raphaël qui en a grappillé 5, j'ai compté, pour défendre votre argumentation. Pour rappel, ce soir, on a imposé aux étudiants la position qu'ils défendaient. Pour ça, respect. Merci Raphaël, merci Antoine pour ça. Le public présent vous a écouté attentivement. Antoine, j'ai vu que vous aviez une fan au premier rang. Madame, vous souriez tout le temps. Un public, et ça c'est une première en télé, à qui on a demandé de garder son smartphone, parce que c'est via son smartphone qu'il va voter pour le candidat qu'il a le plus convaincu. Vous pouvez, je vois que vous pouvez, voilà, vous pouvez sortir votre smartphone et commencer à voter. Lequel des deux étudiants s'est le mieux battu, a le mieux défendu ses convictions ou non-convictions, nous ne le saurons jamais. Le choix que vous allez faire maintenant, il peut évoluer au fur et à mesure de l'émission, au fur et à mesure des interlocuteurs, des intervenants. Pour le moment, vous devez trancher entre deux prestations, pas pour un camp ou l'autre. En attendant les résultats de votre vote, Bruno, vous avez tout suivi et vous avez extrait de cette joute la substantifique moelle, on peut dire ça? Peut-être pas la moelle, mais comme il a été interpellé dans la plaidoirie de Raphaël, le prince Laurent de Belgique a écrit sur Facebook ceci: il est convaincu par l'idée de fonder une république, il se dit prêt à en être le président. Je vous lis, hein. Moi, Laurent Ier,
président de la République de Belgique. J'ai déjà nommé comme Premier ministre mon poulpe. Le château de Laken sera demain un refuge pour tous les chiens perdus de Belgique. Avec ma famille, nous irons habiter place du jeu de balles, où je ferai disjockey des balles populaires tous les samedis. On gardera l'idée du défilé du 21 juillet, mais il se déroulera au circuit de Spa-Francorchamps, où les chars, les militaires et mes voitures de course tourneront en rond et mon peuple de Belgique d'applaudir. La vitesse sur autoroute sera dorénavant limitée à 180. Les discours de Noël seront prononcés à Pâques par moi-même, président de la République triomphante de la Belgique fédérale, la RTBF. Tiens, c'est étonnant. Alors, après une tartine, encore plein de choses qui passent, mais sinon le temps qui est imparti s'est écoulé. Donc on va laisser le prince Laurent continuer sur Facebook, mais ça continue pour aller tweeter sur les réseaux sociaux, vous le retrouverez. Voilà, à tout à l'heure. Merci. En attendant, mon oreillette m'a donné les résultats du vote, du public. J'ai peur que la salle du trône n'ait pas joué en votre faveur, Raphaël. On est à 33% de vote pour le camp républicain et 67% pour le camp de la monarchie. Félicitations. Je rappelle donc que votre point de vue du soir vous a été imposé, mais ça n'a pas été le cas pour tous nos jouteurs. J'imagine que vous vous en doutez. La deuxième manche de ce tournoi va se dérouler avec ce qu'on appelait les représentants de la société civile. Tout à fait. Et nous commençons avec Madame Nadia Geertz, qui est maître assistante en philosophie, qui a présidé le Cercle républicain de 2000 à 2010 et qui est l'auteur d'un ouvrage sulfureux, faut-il le dire, Baudouin sans auréole. Alors Madame Geertz, personne n'a dû vous forcer non plus. Voilà, vous aviez un avis sur la question avant de venir chez nous. C'est la même chose et pour ensuite, le deuxième auteur. Un expert de la monarchie, Pierre-Yves Monette, qui est conseiller honoraire au cabinet du roi, qui par ailleurs a été médiateur fédéral, qui est avocat à 16 heures, pas nécessairement pour l'instant. Vous non plus, personne ne vous a imposé votre point de vue, vous aviez votre petite idée. Avant de venir ici, on va commencer cette joute avec Madame Geertz. Je vous en prie, allez-y, vous avez 5 minutes, ensuite ce sera à vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je commencerai par vous dire qu'il me paraît toujours curieux de devoir défendre la République, qui est pour moi une évidence démocratique. Déjà, si on se réfère à l'étymologie, je vous rappellerai que République vient du terme res publica, donc la chose publique, et que le terme démocratie vient quant à lui du grec démos et kratos, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Il me semble qu'il y a une proximité sémantique évidente. Alors effectivement, comme notre collègue et néanmoins adversaire Antoine l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, le seul argument qui me semble tout à fait patent en faveur de la monarchie, c'est celui du statu quo. C'est effectivement celui de ne rien changer, puisque le système, globalement, fonctionne pas trop mal, qu'on ne voit pas vraiment de raison de le modifier, et surtout que ce serait tellement compliqué. Pourtant, à mes yeux, la monarchie est effectivement un système archaïque, une sorte d'îlot d'ancien régime dans notre démocratie moderne. Mais mes yeux n'ont pas grand-chose à faire ici ce soir. Je voudrais plutôt vous parler alors de quelque chose qui dépasse de loin un sentiment personnel et éminemment contestable, et qui est en fait le fait que la monarchie est aussi en violation flagrante avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, rien que ça. Je vous en rappelle l'article 1er pour commencer. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'article 7 enfonce encore le clou en disant que tous sont égaux devant la loi. Et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule, quant à lui, que est interdite toute discrimination fondée notamment sur les origines ethniques ou sociales, la religion ou les convictions, la fortune, la naissance. Je n'ai pas cité le sexe, puisque depuis 1991, la Belgique a abrogé la loi Salic, montrant en cela son incontestable modernité, je dirais même son rôle de précurseur. Pourtant, il reste, en matière de discrimination, un principe qu'il me paraît intéressant d'examiner quelques minutes, qui est celui de la règle de la primogéniture absolue sur lequel se fonde l'institution monarchique. Alors, qu'est-ce que ce mot compliqué, primogéniture absolue ? Eh bien, il s'agit simplement de dire que seuls les descendants directs, naturels et légitimes, je répète, directs, naturels et légitimes du roi Léopold Ier, sont susceptibles de monter un jour sur le trône. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que si l'un de nos rois, l'une de nos reines, adoptait un jour un enfant,
il n'aurait jamais accès au trône de Belgique. Ça veut dire aussi que si un de nos rois, une de nos reines s'avérait un jour stérile et devait donc faire appel à la procréation médicalement assistée, jamais il ne pourrait non plus monter sur le trône. Il est considéré, j'espère cet enfant serait considéré à nos yeux, à tous, comme un enfant bien sûr de cet homme et de cette femme, mais pour l'institution monarchique, il n'en va pas de même, ce serait bien trop simple. Il y a donc une discrimination évidente entre les enfants biologiques et les autres, qui est contenue, ancrée dans l'institution monarchique. Il s'agit là en fait d'une imposition larvée de la structure familiale traditionnelle, et ce, au mépris de la liberté individuelle de chaque enfant, fût-il royal, de se choisir sa vie. Parce qu'à propos de se choisir sa vie, que se passerait-il si cette jeune fille qui est élevée en ce moment au palais, notre jeune Élisabeth, qui sera un jour, si tout va bien ou si tout va mal, je ne sais pas, notre reine, que se passerait-il si cette jeune fille décidait demain d'aller élever des chèvres dans le Larzac avec son amoureuse? On fait quoi? Eh bien, on compte évidemment sur les petits frères, les petites sœurs, s'il y en a. Alors heureusement, pour le moment, il y en a. Notre famille royale n'est pas avare de reproduction. J'imagine quand même assez difficilement, et avec un brin d'amusement, je dois dire, la tête que feraient les frères et sœurs s'ils apprenaient qu'Élisabeth leur fait ce coup. Ce coup qui n'est pas forcément un service à rendre, parce que même s'il s'agit uniquement d'inaugurer des chrysanthèmes, même s'il s'agit uniquement de couper des rubans, je ne suis pas sûre qu'un enfant puisse rêver de se consacrer toute sa vie à cette mission-là. Aussi, je propose qu'on libère Élisabeth et tous les siens, et qu'on rende cette possibilité d'accéder au trône de Belgique à tous les êtres humains, hommes et femmes, quelle que soit leur naissance, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur origine, quelle que soit la manière dont ils sont nés, de pouvoir accéder un jour à la plus haute fonction de l'État. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais faire une remarque liminaire. Je suis convaincu qu'il y a un régime politique qui s'impose à nous tous pour la gestion de la vie en commun. J'ai nommé la démocratie. En revanche, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait un système politique, monarchie ou république, qui par lui-même s'impose, qui soit le meilleur. En d'autres termes, je ne crois pas au système politique modèle. J'avais imaginé de ne pas parler d'étymologie, mais puisque Nadia Geert nous a amenés sur l'étymologie, j'ai ressorti ma fiche pour évacuer immédiatement l'idée de supériorité d'un système politique par rapport à l'autre qui serait puisée à la racine étymologique du mot. Parce que s'occuper de la res publica est aujourd'hui l'apanage tout autant des républiques que des monarchies. Et de même, le pouvoir d'un seul, ou un chef, un commandant unique, mono-archos, n'est certainement pas, je vous l'accorde, certainement plus, au XXIe siècle, au troisième millénaire, une définition correcte de la monarchie. Et puisque nous sommes en joute oratoire, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de toutes les républiques. Mais alors, si aucun de ces systèmes, et j'en suis intimement convaincu, ne s'impose par lui-même, comment choisir? Certainement pas par dogmatisme. Prétendument, le dogmatisme qui ferait dire que la République est beaucoup plus démocratique que la monarchie. Quelle serait, depuis l'abrogation de la loi salique, je répète, quelle serait aujourd'hui encore en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme? Dogmatisme que cela. Je pense aussi, en revanche, que ce n'est pas le romantisme qui devrait nous aider à choisir le système, ou le système politique qui nous convient. Actuant d'une
d'une idée, d'une monarchie belle et heureuse. Non. Il y a un seul critère. Le critère, Raphaël, que précisément nos ancêtres en 1831, merci de l'avoir rappelé, ont choisi et pour se laisser guider. Un seul critère qui doit nous déterminer, nous aider à choisir, le pragmatisme. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, pour cette société donnée, à ce moment donné de l'histoire, le meilleur système politique? Pour ma part, je n'avais pas de conviction profonde il y a 15 ans, pour répondre à la question que vous me lanciez en tout début de présentation de notre duo. Mais après avoir eu l'occasion de travailler à l'intérieur du système monarchique, j'ai acquis la conviction profonde, mais sincère, que c'est le meilleur système politique pour nous, Belges, aujourd'hui. Pourquoi ? Pour une série de choses, et je m'en vais vous les compter. La stabilité. Oui, la stabilité est au gène, au cœur même de la monarchie. Mais stabilité n'est pas statu quo, comme vous nous l'avez dit, Nadia. C'est cette continuité qui permet précisément d'offrir une stabilité énorme. Comment voulez-vous qu'une république puisse avoir surmonté l'écueil de 541 jours sans gouvernement, comme nous avons pu le faire? Jamais une république n'aurait résisté. La stabilité permet de lancer, de continuer sur notre lancée au moment où le bateau semble vaciller. Nous avons connu une transformation politique majeure, et pour le plus grand bien de l'alternance politique, en 1999. Nous venons d'en connaître une autre en 2014. La monarchie permet, sans problème, de vaguer au cours de l'eau et de traverser les tempêtes. Non, ce n'est pas du statu quo, c'est une stabilité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'écoute avec intérêt Monsieur Monette et je me demande, évidemment, moi qui me définis plutôt comme une femme de principe, ce qu'il fait alors de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. J'imagine qu'il va s'atteler bientôt à sa réécriture, notamment pour en transformer, s'il peut en supprimer, l'article 21, qui rappelle tout de même que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Ce même article stipule que toute personne a droit d'accéder à égalité aux fonctions publiques de son pays et que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Alors, j'entends d'ici la réponse traditionnelle du camp adverse que je connais comme ma poche depuis le temps, qui est de dire qu'au fond, cette volonté s'est exprimée en 1831 et que depuis, personne ne s'est jamais élevé de manière en tout cas suffisamment massive et conséquente que pour qu'on puisse sérieusement vouloir remettre en question cette vénérable institution. Sauf que pas de chance, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que cette volonté du peuple doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente. Alors non, la monarchie n'est pas démocratique ou en tout cas elle n'est pas compatible avec plusieurs éléments, plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de vous citer. Seule la force d'inertie en explique la persistance. Et parce que oui, effectivement, il est plus simple de ne pas modifier un système qui fonctionne. Mais ça ne suffit pas à rendre démocratique un système qui est fondé sur le droit du sang, ce qui implique nécessairement une série de conditions qui sont parfaitement archaïques elles-mêmes. J'aimerais terminer en vous parlant non plus de mes positions en tant que républicaine, mais de ma position, ou plutôt de ma gêne en tant qu'enseignante cette fois-ci. Puisque je suis enseignante en haute école, comme on l'a rappelé, et je suis depuis cette année, en charge de la fameuse formation à l'EPC, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Puisque, comme vous le savez sans doute, depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de l'enseignement secondaire ont nécessairement 1 heure de formation à la philosophie et à la citoyenneté. Depuis l'année passée, c'est déjà le cas en primaire. Au centre du programme de ce cours, qui est évidemment encore en construction, on trouve des valeurs essentielles, des principes fondamentaux, parmi lesquels la citoyenneté démocratique,
parmi lesquelles la citoyenneté, la liberté de choix individuel, parmi lesquelles l'égalité de tous et de toutes, parmi lesquelles aussi la rationalité, l'esprit critique et les droits de l'homme. Que devrais-je dire? Que vais-je devoir dire à mes étudiants? Qu'est-ce que ces enseignants, ces futurs enseignants qui seront en charge de ce cours devront répondre aux élèves qui fréquentent ce cours lorsque des élèves un peu sensibilisés à l'esprit critique leur diront « mais au fond, ce système n'est-il pas un peu archaïque? N'est-il pas un peu contraire aux principes qu'on nous enseigne dans le cadre même de ce cours ?» Alors, évidemment, ce cours-là, aucun roi, aucune reine, en tout cas pour le moment, ne le suit. Aucun futur roi, aucune future reine, puisque je vous rappelle que l'enseignement libre a décidé par l'intermédiaire du CEGEC qu'il faisait déjà de la citoyenneté de manière transversale. Cette question-là ne se posera donc certainement jamais aux oreilles de notre jeune Elisabeth. Elle n'en reste pas moins une question fondamentale. Alors, pour ma part, j'estime que oui, il est urgent de nous mettre en conformité avec les valeurs que nous disons défendre. Ça n'est pas une question de dogmatisme, ça n'est pas une question d'esprit borné, étroit et arqué sur des principes indiscutables. C'est une question de bon sens, c'est une question de rationalité, c'est une question d'évidence. L'inertie n'est pas une raison suffisante pour maintenir en place un système qui est profondément archaïque et profondément bancal. C'est une question de vitalité démocratique. On nous parle de ne pas changer un système qui fonctionne, mais un peuple, un pays vit aussi par sa capacité à modifier un système, par sa capacité à le moderniser pour le rendre plus conforme à un certain nombre de principes fondamentaux, je dis bien fondamentaux, auxquels nous avons souscrit, notamment en ratifiant un certain nombre de traités concernant les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Je vous parlais de stabilité, que de l'autre côté de la salle, on peut continuer à s'évertuer à considérer de statu quo. Je dirais moi, cette stabilité est même preuve de modernité. Je voudrais maintenant continuer à vous parler des avantages que j'ai découverts en la servant ou en le servant, le système monarchique, son efficacité. Et pour l'avoir vécu de près, j'ai eu cette chance, puisque je considère que c'est une chance, je peux témoigner que la neutralité du roi lui permet d'être facilitateur, parfois même d'être médiateur entre les acteurs politiques dans un pays qui compte, comme vous le savez, beaucoup de crises. Et d'être donc un acteur clé dans le système politique qui aide les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques à trouver la solution. Mais attention, pour permettre à un roi, demain à une reine, de jouer ce rôle, il faut qu'il ait un minimum de latitude d'action et de parole. En tout cas dans ces moments-là. Et c'est ce que prévoit le système politique, le système monarchique belge, qui n'est effectivement pas un système de pure représentation et de façade et de décoration. Il en serait tout autre dans un système où, à la suédoise, à la scandinave, où le roi se borne, doit se borner à être le porte-parole de son gouvernement, à l'instar de la reine d'Angleterre qui lit les discours au Parlement qui sont écrits à Downing Street. Ou plus près de nous, souvenez-vous, il y a 10 jours, à l'image de la monarchie espagnole, où le discours de Felipe VI a choqué beaucoup de monde, alors qu'on ne sait pas qu'il était écrit non pas au palais de la Zarzuela ou au palais royal, mais au palais de la Moncloa, chez le Premier ministre. Lorsqu'il est cantonné à jouer ce rôle de bêlé en faveur du gouvernement, là le monarque, et je serais un farouche opposant à ce type de monarchie, chez nous, là le monarque peut parfois faire vraiment pire que bien. On vient de le vivre il y a quelques jours, un peu plus au sud que chez nous. Un autre argument, la non-dualité. Vous imaginez la vertu qu'est la non-dualité. La Belgique, vous le savez, j'imagine que nous sommes nombreux ici dans cette salle à le savoir, peut-être même à l'avoir expérimenté. La Belgique est un pays complexe, aux composantes multiples, aux tendances centrifuges, à la population fière
comme l'écrivait déjà Jules César. Il faut donc à notre pays un système politique qui favorise la recherche d'un dialogue, qui s'attache à rechercher un consensus. Jamais, j'en suis intimement convaincu, jamais la Belgique, le génie belge n'aurait pu s'exprimer en devenant le champion mondial du compromis. Le héros de l'ingénierie institutionnelle qui s'exporte à travers le monde entier. Le chantre de l'absence de violence politique dans les conflits. Jamais. Et la Belgique est admirée pour cela. Jamais elle n'aurait pu devenir, faire tout cela si elle avait un régime politique, un système politique plus dual que la monarchie, à savoir la République. Une autre vertu que j'ai découverte, et je ne m'y attendais pas, c'est l'utilité, on va dire parapolitique, c'est un grand mot. Je préfère le mot l'utilité citoyenne de la monarchie. À côté et au-delà de toute son utilité politique, la monarchie offre une plus-value évidente parce qu'elle permet de rapprocher le citoyen de la chose publique, et Dieu sait si ce fossé s'agrandit et est dangereux. Elle permet d'établir un lien qui parfois, et je le dis avec énormément de précaution parce que je ne veux pas être mal compris, peut s'apparenter à un lien d'affection entre certains citoyens et le monarque ou le roi, la reine ou un membre de la famille royale. La monarchie peut offrir une empathie profonde que les gens savent sincère parce que sans arrière-pensée, en cas de crise, de coup dur, de drame, oui, cette utilité citoyenne, cette stabilité, cette efficacité, cette non-dualité fait, pour moi, aujourd'hui, ici, de la monarchie le meilleur système parce qu'il est moderne. Merci. C'était Pierre-Yves Monette, conseiller honoraire au cabinet du roi, un homme que les micros n'aiment pas. Je suis désolée, vous avez compris qu'il y avait un petit problème de micro. Et Nadia Geertz, ancienne présidente du Cercle républicain. Ils sont venus défendre leur position en respectant plus ou moins le protocole, selon les cas. Le public présent dans la salle a déjà commencé à voter, d'ailleurs, je vois, pour un orateur ou un autre. C'est un vote qui n'est pas définitif, hein. Il y aura une troisième joute et même un temps de réflexion pour digérer un peu tout ce qui s'est dit. Public, prends ton smartphone, fais ton office, si je puis me permettre, ça ne fonctionne pas. Eh ben, on va demander à Bruno de faire un intermède un peu plus long que d'habitude pour que la technique puisse fonctionner. Vous pouvez faire ça. Très bien. Bah, écoutez, il y a eu des réactions fatalement aux deux plaidoiries, à nos orateurs, et j'ai ici quelques tweets et quelques messages qui nous viennent de France, mais d'ailleurs aussi. Il y a Emmanuel Macron qui tweete ceci. « Si vous, les Belges, voulez une république, je suis prêt à en être le président. J'en ai marre de ces fainéants de Français. » Et vous pourrez aussi m'appeler Jupiter, car il paraît qu'en Belgique, Jupiter, déjà, les hommes savent pourquoi. Vive la future République belge, et vous verrez, les petits Belges, ce sera notre projet. Voilà, ça, je ne sais pas imiter Macron, mais c'est ça. Stéphane Bern, quant à lui, lance une pétition pour accorder le statut de réfugié climato-politique à tous les membres de la famille royale, et il prépare à Versailles quelques salles du château pour les accueillir. Un tweet du roi Louis XVI. Dans ce débat, est-ce que je peux pour une fois trancher ? Bon, c'est sûrement une fake news. Et enfin, la reine Elisabeth II nous envoie ces mots « God save the Queen and Godferdom save Mathilde ». Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Voilà. Écoute. Bruno Coppens qui nous a ramené la technique. Merci Bruno. Si ça fonctionne avec les trémés, faites-moi signe, parce que les votes fonctionnaient. On en est, l'écart c'est vraiment resserré, à 47% pour le camp républicain, 53% pour le camp de la monarchie. Tout repose sur vos épaules, monsieur Delperret. Dernier ping-pong, ping-pong. Il y a deux allers-retours, hein. Ça fait ping-pong, ping-pong. Avec deux constitutionnalistes. Eux, normalement, vous les connaissez parce que tout le monde les connaît, évidemment. On va commencer avec le camp de la monarchie. En tout cas, ils font souvent parler d'eux. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Eh bien, nous allons commencer par... on va commencer par présenter le camp de la monarchie, si vous voulez bien.
Ah, si vous On voulez. Eh bien, Je ne voulais pas vous vexer. Francis Delperré, professeur de droit constitutionnel émérite de l'Université catholique de Louvain, académicien et député. Vous avez formé des centaines, voire des milliers de jeunes, dont un petit Philippe envoyé par son oncle Baudouin. Il s'agit évidemment du petit Philippe auquel vous pensez tous, et pour le camp républicain. Mais Marc Uytendal, professeur de droit constitutionnel à l'Université libre de Bruxelles et avocat. Je trouve que vous avez beaucoup de flegme, parce que Marc Uytendal, avant d'être un ténor, c'est surtout cet étudiant contestataire qui venait vous mordiller les mollets quand vous étiez recteur de l'ULB et que Francis Delperré était déjà un constitutionnaliste de renom. Si vous voulez vous venger, c'est maintenant que jamais. Je peux vous aider. Un mot, un geste et je le fais. Si pas, je vous propose de venir et de commencer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je ne vous mordirai pas les mollets. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, vous souvenez-vous de cet homme, 1m72, des yeux bleus, des cheveux noirs, une allure un peu agitée et une petite moustache. Vous souvenez-vous de cet autre homme, un homme plus grand, élégant, un large front, des cheveux légèrement bouclés, une allure de star hollywoodienne, voire d'empereur romain. Ces deux-là se sont rencontrés, ces deux-là se sont serrés la main. C'était à Berchtesgaden, c'était le 19 novembre 1940, c'était Adolf Hitler, chancelier du Reich, et Léopold III, roi des Belges. Léopold III, roi des Belges, qui, 10 jours plus tard, écrivait au comte Capel, son secrétaire particulier, « Vous connaissez mes idées au sujet des Juifs, je vous en ai souvent parlé, le mal qu'ils ont fait n'est pas suffisamment connu. Ils sont les grands coupables de nos malheurs. » Accident de l'histoire. Assurément. Dans les meilleures familles, il peut y avoir des accidents de l'histoire. Mais on ne peut admettre qu'un tel individu puisse, sans que le peuple l'ait choisi, être chef de l'État. Ce que le passé enseigne, l'avenir peut le réserver. Alors qu'on ne me dise pas qu'en République, il peut y avoir des présidents racistes, fascistes, xénophobes ou incompétents, c'est l'évidence. Mais le peuple a voté, et comme il a voté, il est seul responsable du malheur démocratique qui le frappe. En Belgique, on joue le chef d'État à la roulette russe en espérant avoir une bonne main. C'est un mariage forcé. C'est un mariage qui, de surcroît, à l'inverse de tous les mariages que l'on connaît, est illimité dans le temps. En effet, s'il faut se débarrasser d'un chef de l'État qui n'est plus le bienvenu, il faut user des trucs et des ficelles que fournit la Constitution. Mais pire encore, si demain l'on veut éviter que ne monte sur le trône quelqu'un qui n'est pas le bienvenu, la Constitution ne fournit pas les trucs et les ficelles dont on a besoin. C'est donc un système dépassé qui ne vaut sa réalité, sa pérennité que par la tradition et l'histoire, et qu'on ne vienne pas me parler de dogme en face du pragmatisme. Moi, je parle de valeurs en face de l'archaïsme. Pour qu'un roi, et on a essayé de nous le dire, nous le vendre, puisse être admissible, il faut qu'il puisse incarner tous les Belges. Pour paraphraser Sartre, un roi ou une reine de tous les Belges qui les vaut tous et que vaut n'importe quel Belge. Bref, un roi silex, un roi qui ne heurte personne par ses opinions, par ses convictions, un roi qui puisse être totalement lisse. Bien, l'histoire politique de la Belgique a révélé que ça n'existe pas. Prenons Baudouin Ier qui, en refusant de sanctionner la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, a fait preuve d'un ego hypertrophié, mais surtout, en mettant en avant sa religiosité de mauvaise aloi pour un chef de l'État, a gravement méprisé ce qui était la volonté des représentants du peuple. Prenons ce successeur Albert II qui fait une visite au pape, privée certes, mais dont les photographies sont diffusées partout et où on voit le chef de l'État belge plié en deux devant un chef religieux. Et je ne crois pas que le roi actuel se démarque de ses prédécesseurs. Le roi silex n'existe pas. Alors on nous dit, on essaye de nous vendre qu'une crise de 541 jours a été résolue à cause du roi. Sans doute parce qu'il a fait un discours courroucé, rappelant les responsables politiques à l'ordre le 21 juillet 2011. Ce n'est
évidemment pas le cas. Ce n'est évidemment pas le cas. Prenons les 2 dernières crises politiques. Lors de la crise de 2014, Philippe a été comme un chef de gare. Il a vu le train des élections arriver, le train des élections s'arrêter, il a vu en descendre Charles Michel, Chris Peters et Bardot Wever. Il les a vus remonter avec un gouvernement et nul ne pourra dire que sans l'intervention du roi, qui n'a pas fait d'erreur mais qui n'a rien fait, le tempo de la naissance de ce gouvernement eût été différent. Et le roi, pendant la crise des 541 jours, le roi Albert II n'a pas empêché l'une des plus longues crises que les temps modernes ont données, une crise que seul le Cambodge a connue plus longue. Un roi qui n'incarne pas le pays tout entier, un roi qui ne peut résoudre les crises, un roi que le peuple se voit imposer sans l'avoir choisi, un roi comme cela pose une question. Pourquoi un roi? Et poser sa question, c'est déjà y apporter une réponse. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, beaucoup a déjà été dit au cours de cette soirée. Permettez-moi d'ajouter peut-être un souvenir. Nous sommes le 21 juillet 2013 et ce jour-là, Philippe se rend au Parlement. J'y suis. Il rencontre les corps constitués et que dit-il? Il dit très simplement « Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge ». C'est une parole qui vaut de l'or. Ce soir, moi je ne parle pas en effet de la monarchie. Je parle de la monarchie constitutionnelle. Et j'ajoute ceci, c'est qu'en bonne logique, il faut renverser l'ordre des mots. La Constitution vient devant, le roi vient après. En Belgique, je vis dans une société démocratique. Je vis dans une société qui s'appuie sur un catalogue de droits et de libertés. Je vis dans une société qui applique la règle de la séparation des pouvoirs. Je vis dans un pays qui pratique le fédéralisme avec ses communautés, ses régions. Je vis dans un système parlementaire où la Chambre des représentants est élue et où le gouvernement a besoin à tout instant de la confiance de cette Chambre. Le gouvernement vient encore de la demander cet après-midi. D'une certaine manière, je vis en République. Et je m'en félicite, sans réserve. Mais dans cet assemblage institutionnel, il y a évidemment une pièce, un élément. Un élément, c'est le chef de l'État. Dans tout État, d'ailleurs, il y a un chef d'État qui le représente à l'intérieur, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur. Et ce chef d'État, comment est-il désigné en Belgique? Il présente une particularité, c'est qu'il n'est pas élu, il est choisi, tout le monde l'a dit, par le procédé de l'hérédité. Autrement dit, je vis dans une république couronnée, l'expression a été utilisée dès 1830. C'est Lafayette qui disait « La monarchie constitutionnelle est la plus belle des républiques ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un régime avec ses institutions, ses citoyens, ses valeurs, ses principes. Et il y a, dans ce régime républicain, un roi. Pourquoi? Parce que, à l'expérience, nous avons pu voir que c'était un système commode que celui de l'hérédité, un système simple, un système qui ne crée pas la division au sein de la société politique, d'ailleurs complexe. Le roi devient symbole d'unité dans un pays qui est en proie à beaucoup de diversité. Le roi est un symbole de continuité dans un pays qui n'est pas immunisé contre les crises. J'ajoute que la non-élection, on peut la critiquer, mais la non-élection, elle présente aussi un avantage. C'est une conséquence non négligeable. Le roi n'est pas élu, conséquence, le roi ne saurait exercer de pouvoir au sens précis du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'imposer sa volonté à d'autres autorités par son propre mouvement et de sa propre volonté. Alors je sais bien qu'il y a eu, ben oui, il y a eu le début de la guerre, il y a eu Berchtesgaden. Mais Mark Uytendal sait mieux que moi que 1950, c'est une césure absolue
absolue dans l'histoire institutionnelle de la Belgique. À partir de 1950, nous avons établi cette règle que le roi ne pouvait jamais agir, ni en matière internationale, ni en matière militaire, sans le consentement d'un ministre et d'un ministre qui, par définition, s'en rend responsable. Alors, le roi, il n'est pas là pour diriger le pays, il n'est pas là pour imposer sa volonté. Non, il est là pour aider, il est là pour accompagner les autorités gouvernementales et parlementaires. C'est un rôle qui n'est pas négligeable et j'ai la faiblesse de croire que ce rôle, le roi va continuer à l'exercer dans la Belgique de demain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, non, 1950 n'a pas été une date de basculement. En 1950, on a nuancé les textes, mais j'y reviendrai dans un instant. Les textes sur le roi, ils datent de 1831, ils n'ont pas changé, et à bien des égards, c'est le ver dans le fruit. On dit souvent que la monarchie est une sorte de pare-feu contre le séparatisme. Ça a été dit, ça a été insinué, c'est le garant de l'unité nationale. Croire cela, c'est soigner un cancer avec un sparadrap. La monarchie, c'est la muleta devant le taureau nationaliste. La monarchie soude autour de cette vilaine bête nombre de Flamands qui ne sont pas tous forcément séparatistes. Souvenons-nous des réactions de la Flandre après le discours d'Albert II en 2006 contre le séparatisme. Souvenons-nous de la réaction de Guy Verhofstadt, un homme modéré, lorsque le prince Philippe, qui n'était pas encore roi, avait stigmatisé le Vlaams-Belang. Oh, il n'avait pas stigmatisé le Vlaams-Belang parce que c'était un parti raciste ou xénophobe, il l'avait stigmatisé parce qu'il était séparatiste. Il a été rappelé à l'ordre par le Premier ministre. Souvenez-vous aussi du malaise de la classe politique flamande pendant la crise des 541 jours, dont Pierre-Yves Monette nous dit qu'elle a pu être résolue grâce à l'intervention du roi, qu'on me le prouve, qu'on le trouve. Il avait désigné Bart de Wever parce qu'il ne l'aimait pas et qu'il n'avait pas le choix, avec un temps d'action limité, avec une marge de manœuvre limitée, alors que tous les autres acteurs qui intervenaient recevaient beaucoup plus de latitude. Malaise de la Flandre, critique de la monarchie. Alors oui, il faut aujourd'hui oser la modernité, il faut oser dépoussiérer la Constitution. Il faut supprimer dans celle-ci toutes ces dispositions en trompe-l'œil qui donnent apparemment du pouvoir au roi, pouvoir, et nous serons tous d'accord, qui est réduit à néant par la règle du contre-saint. Il faut assumer dans la Constitution que le pouvoir est en fait entre les mains du Premier ministre et des chefs de parti de la majorité. Et contrairement à ce qu'on vous dit, la monarchie est déjà protocolaire. Les prérogatives royales, ce pouvoir d'influence que l'on nous vante, est un pouvoir qui, à mon sens, est réduit à bien peu de choses. Faisons un arrêt sur image. Est-ce que c'est le roi qui murmure à l'oreille des gouvernants et du Premier ministre? Il murmure sûrement. Il est certainement écouté. Mais celui qui murmure à leur oreille, qui est vraiment entendu, parfois même sans devoir parler, ce n'est pas le roi, c'est aujourd'hui, dans mon arrêt sur image, le bourgmestre d'Anvers. Alors oui, il faut oser un modèle républicain. Et je ne vous dis pas que nous allons oser le modèle de notre beau voisin français. L'élection au suffrage universel d'un président donnerait à tous les coups un flamand probablement conservateur. Je ne vais pas vous dire qu'on va suivre le beau modèle allemand. À tous les coups, on aurait un président toujours flamand et conservateur qui serait là élu par la Chambre des représentants. Non, c'est ailleurs qu'il faut trouver la source d'inspiration. Il faut la trouver en Suisse et la mitonner à la cause belge. En effet, en Suisse, les ministres constituent le Conseil fédéral et l'un d'entre eux, alternativement, chaque année, assume la fonction de chef de l'État. Il est à la fois Premier ministre et chef de l'État. Et la Belgique a déjà appliqué cela. Sa Cour constitutionnelle connaît 2 présidents. Alors pourquoi ne pas inviter, au début de chaque législature, la Chambre des représentants à élire son gouvernement et à désigner 2 personnalités, l'une francophone, l'autre flamande, un homme et une femme, qui exerceront en alternance la fonction de Premier ministre et celle de chef de l'État. Ce sera alors le Premier ministre qui viendra faire un beau discours le 21 juillet et peut-être, plus à Noël, vestige de la religion catholique, mais plutôt le jour de l'an. Je l'ai dit tout à l'heure, les crises politiques en Belgique ne se résolvent pas par l'intervention du roi.
elles se résolvent parce que chaque crise porte en son sein sa résolution. Il y a les forces centripètes qui succèdent aux forces centrifuges. Le printemps de la solution suit l'hiver de la crise. Il en va de même dans l'histoire des institutions. Après l'hiver de la monarchie viendra le printemps de la République. C'est une prédiction, un rêve aussi, mais un rêve qui a un nom, mesdames et messieurs, démocratie. Je vous remercie. Marc Huitendal vient d'évoquer d'un mot la monarchie protocolaire. Je voudrais dire un mot à ce sujet aussi, parce que c'est une idée qui a beaucoup de succès aujourd'hui, et on me dit même que les sondages sont prêts à l'appuyer et à l'accréditer. L'idée a d'autant plus de succès que personne ne sait ce qu'elle signifie exactement. Et il y a au fond trois conceptions de la monarchie protocolaire. Il y a d'abord cette idée que la monarchie, c'est la thèse de Van de Lannotte, notre collègue de Gand, c'est ce que vient de dire Marc Huitendal à l'instant, la monarchie est déjà protocolaire dans la Belgique de 2017. Et à ce moment-là, il ne faut rien modifier, il faut préserver le statu quo. Soit. Dans les milieux politiques, j'entends aussi une deuxième idée, c'est de dire qu'il faut raboter certaines compétences qui seraient celles du roi, par exemple le fait de signer les lois, par exemple le fait de désigner les ministres. Ceux qui tiennent ce discours oublient de dire que le roi n'a précisément aucun pouvoir, ni dans ces domaines, ni dans d'autres. Il revient simplement au roi d'exercer une fonction, qui est une fonction d'officialisation, d'authentification des procédures en cours. C'est la formule traditionnelle, le roi, c'est le notaire de la nation. Et puis, j'entends aussi une troisième explication. Conservons un roi, mais déshabillons-le par la même occasion. Un roi qui reste dans son palais, un roi qui reçoit les ambassadeurs, un roi qui inaugure les chrysanthèmes, on a employé la formule tout à l'heure, comme disait le général de Gaulle, un roi aveugle, sourd, muet, un roi qui n'a plus aucun contact avec les milieux politiques, économiques, sociaux ou culturels. Je le dis comme je le pense. Si c'est ça, le roi de demain, moi, je n'en vois aucune utilité. C'est une potiche, c'est un bloempot, comme on dit à Bruxelles. C'est un roi qui ne contribue d'aucune manière au fonctionnement de l'État. On l'a dit, Antoine l'a dit tout à l'heure, le roi règne, mais ne gouverne pas. Et il y a là une fonction particulière. Le roi qui, oui, qui témoigne de l'unité et de la continuité de l'État. Le roi qui peut aussi témoigner en parole, en geste, des valeurs qui nous sont communes. Je prends encore ici, moi, un exemple. Je suis en 1984, la région liégeoise est sous eau. Baudouin se rend sur place. Il porte un vêtement de pluie. Il entre dans une série de maisons et à un moment donné, il en ressort. Il n'a plus son vêtement. Le journal télévisé, c'est Jacques Bredal, dira « mieux que Saint-Martin ». Mieux que Saint-Martin qui n'avait donné que la moitié de son manteau. Oui, il avait témoigné des valeurs de solidarité qui sont sans doute les nôtres, notamment vis-à-vis des plus démunis. Ce message-là, il est important, il s'est exprimé hier, il peut s'exprimer aujourd'hui. Pourquoi ne s'exprimerait-il pas demain? Merci beaucoup à tous les deux. Qui, de Francis Delperrey ou de Marc Huitendal, vous a convaincu? Vous avez déjà tous sorti votre smartphone. Cette émission a été enregistrée mardi. Cette fois-ci, seul le public qui est présent a le droit de voter. Si M. Asquin nous réinvite, et on est en pleine négociation, ça devrait pouvoir se faire. La prochaine aura lieu en direct et vous devriez pouvoir voter aussi. Moment de réflexion pour le vote. Pendant ce temps-là, j'invite Bruno à vous résumer ce dernier tour. Mais oui, Florence, ce qui est formidable, c'est que l'équipe de production de l'émission est soulagée de voir que Francis Delperrey est resté jusqu'au bout. On avait peur qu'il parte avant. Ah oui, souvenez-vous, fin 2016, il avait quitté précipitamment la présidence de la commission Kazakh-Gate car il était jugé pas assez impartial. Or, l'émission ce soir est complètement partiale. On s'est dit, il ne restera pas. Eh bien, il est encore là, c'est magnifique.
Par contre, mauvaise nouvelle, la rédaction des revues Point de vue, Images du Monde, Paris Match et autres revues pour tête couronnées, porte plainte contre la RTBF pour avoir refait ce soir le coup de Bye Bye Belgium sans prévenir de nouveau les gens qu'il s'agit d'une émission bidon. Nous, on s'en fout, on a 2 avocats sur le plateau, ça devrait aller. Et enfin, sur le projet de Mark Uytendal de créer une république avec 2 présidents, avec un néerlandophone 1 an, puis un francophone 1 an, il y a Yves Le Terme qui pose sa candidature. Il cherche un petit job, à mon avis. Et Di Rupo prendra le poste, mais après qu'il aura fini son mandat de président de PS, c'est-à-dire en 2031, 40, 50, enfin on ne sait pas trop. Quant à la femme francophone dont parlait Mark Uytendal, je ne sais pas à qui penser. Le prénom commence par L, je vous laisse choisir. Merci Bruno. Je prends des notes parce qu'on me dit en direct les résultats du vote. Pour cette dernière manche, le camp de la République, pourtant vous étiez bien, je trouve, vous étiez enjoué, 36%, alors que M. Delperret a récolté 64% des votes du public. Félicitations. Cela dit, c'est pas fini, hein. On va vous demander de voter encore une fois. À part les étudiants raphaélitiens, à qui on a imposé le point de vue qu'ils devaient défendre ce soir, les 4 intervenants sont venus ici avec leurs idées en étendard. Parfois, ça peut soulever quelques questions. Ça tombe bien, on a prévu un moment pour les questions. Dans le public, caché entre les académiciens, et j'en reconnais quelques-uns, il y a des étudiants. On a un micro, au bout du micro, on a Bruno Coppens. Moment question-réponse. Il y a des étudiants qui ont des questions. Alors, il y a des doigts qui se lèvent pour que je... Bon, bah, écoutez, alors, au hasard, je vais... Mademoiselle, alors, quelle est votre question et à qui elle s'adresse? Alors, moi, j'ai une question pour Antoine. Oui. Antoine, ma question, ce serait, vu l'impopularité de la royauté en Flandre, ne faudrait-il pas l'abolir? Est-ce que ce ne serait pas le prix à payer pour sauver la Belgique? Bien, merci beaucoup pour cette question, j'en suis très heureux. Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que quand on dit impopularité de la royauté, il faut quand même préciser que je pense que vous vous basez sur un sondage qui a été publié il n'y a pas si longtemps, qui donne 1/3, je crois, en Flandre, sur un échantillon de 1000 personnes, pour toute la Belgique. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment parler d'impopularité généralisée en Flandre pour la monarchie. Je lisais un autre article d'ailleurs dans Le Soir récemment, je crois, sur les Flamands sont plus belgicistes que les Wallons, quelque chose comme ça. Bref, imaginons que cette impopularité soit véritablement généralisée en Flandre, qu'on ait un beau 60% des Flamands qui sont contre ce système monarchique. Évidemment, alors, quand je dis que la monarchie et cette fonction royale a une fonction d'unité, j'ai l'air un peu stupide, je pense. Mais d'un autre côté, est-ce que sauver la Belgique passera par une abolition de cette monarchie pour créer une république? Alors, je sais que M. Uytendal a eu des plans très précis pour la manière dont on choisira notre président. Moi, je ne connais pas assez les exemples qui existent, mais c'est clair que je pense que le choix du président mènera à des tensions communautaires. Je pense que là, on peut tomber d'accord, peut-être pas. La question que j'aimerais vous renvoyer, en fait, c'est, pensez-vous vraiment que abolir la monarchie serait une manière de réjouir nos voisins du Nord et de leur dire c'est bon, on vous donne ça, on passe à une république et la Belgique reste en place. Ce que je pense, au contraire, c'est que plutôt que d'abattre à coups de marteau les différentes parties qui composent notre État belge, c'est un travail de fond qu'il va falloir établir sur des véritables problèmes. Et c'est l'angle que j'ai essayé de prendre dans mon discours, qui était peut-être pas magnifiquement clair, je ne sais pas, c'est l'idée de dire que ce débat monarchie-république est très intéressant, mais je pense que pour sauver la Belgique, si la Belgique est en danger, ce sont les vrais problèmes qu'il faut attaquer. Beaucoup de blabla. Merci Antoine. Je rappelle au public qui est présent qu'il est encore peut-être 5, peut-être 7 minutes pour voter une toute dernière fois. Cette fois-ci, ce sera un vote ferme et définitif. On arrête de faire bouger les compteurs. Ce sera le dernier vote de l'émission. Encore une question. Une autre question dans le public. Sachez que la réponse de la personne, c'est 3 minutes maximum.
Oui, ok. Votre question, et à qui elle s'adresse? Pour Madame Geert. Mettez, voilà, parfait. Alors, si la Belgique devenait effectivement une république, pensez-vous que le concept de neutralité qui est en vigueur aujourd'hui serait encore adéquat, ou il faudrait peut-être un autre changement, celui d'instaurer, en tout cas d'inscrire la laïcité de l'État dans la Constitution? Alors là, vous m'amenez sur un autre terrain qui m'est cher, évidemment, mais je ne sais pas si c'est le lieu aujourd'hui pour mêler les deux. Disons que, en tout cas, ce qui m'a amené, pour répondre clairement, ce qui m'a amené effectivement à défendre l'idée de laïcité, c'est en fait l'écriture de mon livre sur Baudouin, puisqu'au départ, moi, je me suis intéressée au règne de Baudouin parce qu'il me paraissait avoir été d'abord suffisamment long et puis suffisamment exemplatif de toute une série d'événements parfois un peu problématiques, et que c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte qu'en fait, tous les problèmes qui avaient eu lieu pendant le règne de Baudouin, donc pendant ces 40 années de règne, sont des problèmes qui étaient liés à son engagement en tant que chrétien fervent. Et donc ça a été pour moi, j'allais dire, une révélation, de me dire, mais s'il y a quand même quelque chose d'extrêmement problématique, peut-être pas dans la monarchie belge en général, mais en tout cas dans le règne de Baudouin Ier en particulier, et j'irais même jusqu'à dire dans la famille royale de Belgique jusqu'ici, qui est un problème de proximité parfois extrêmement problématique avec effectivement la religion catholique. Alors, si on était dans une république, moi je n'aurais aucun problème à ce que le président, le chef de l'État, soit un catholique, un musulman, un athée, un bouddhiste, un jainiste ou que sais-je, convaincu. Ça pose pas de problème, on le sait. Alors on peut espérer évidemment que ce ne soit pas quelque chose de déterminant dans le fait qu'on le choisisse lui plutôt qu'un autre, mais en même temps, on n'achète pas un chat dans un sac. Le problème avec la monarchie belge, c'est que non seulement on ne sait pas très bien sur qui on va tomber, mais en plus on nous fait le coup de la neutralité, alors qu'en fait tout le monde sait bien que c'est faux. Il faut vraiment être francophone, catholique et conservateur pour trouver que le roi nous représente. Si on n'est pas francophone, catholique et conservateur, on se dit il y a un problème quelque part. Je ne me sens pas représentée. Et donc cette mission de représentation, il ne la remplit clairement pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bruno va prendre une autre question. Oui, une autre question, je vois un doigt qui se lève. Voilà, alors la question et à qui elle s'adresse? Ma question s'adresse à vous, Monsieur Monette. Vous avez vécu la monarchie avec Baudouin Ier, mais aussi Albert II. J'aimerais savoir comment vous imaginez la monarchie du futur, par exemple sous Élisabeth. Merci pour votre... Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci? Oui. Merci pour votre question. Je pensais que vous alliez me demander comment je verrais la monarchie sous Laurent, et je vous aurais dit très bien, mieux qu'avec Trump, président de la République américaine. Mais Laurent, on en parlera un autre jour, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et qui pourraient t'étonner. Je me réjouis, et je ne dis vraiment pas ça pour faire plaisir à Madame Geert, même si j'espère que ça lui fait plaisir, je me réjouis que la Belgique connaîtra enfin une première reine. Comme je le disais, dans l'article 21 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a que le problème de loi salique qui posait réellement problème, et c'est pour ça qu'on l'a modifié. Ça ferait très 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 longtemps que les 10 monarchies des 40 pays du Conseil de l'Europe seraient traînées devant la Cour si la monarchie était effectivement contraire à l'article 21. Donc, on aura une femme. On aura une femme qui aura été éduquée en néerlandais. Maison, on parle sans doute le français. À l'école, on parle le néerlandais. Même les milieux républicains flamands ont été extrêmement séduits par la manière dont elle s'exprimait quand elle avait seulement 10 ans lors de sa première intervention en néerlandais à Gand. Vous allez me dire, et je serai d'accord avec vous, c'est quand même la moindre des choses. Absolument. On pourrait même dire, c'est étonnant qu'il ait fallu attendre aussi longtemps. Mais c'est là où je disais que la monarchie, telle qu'on la vit en Belgique, est une monarchie moderne et qui continue sa modernité. Donc une femme, et justement une femme moderne, sans doute, une femme élevée aussi dans un certain cocon. Nous n'en sommes, oui, je n'en disconviens pas. Nous sommes encore et toujours, et pendant longtemps sans doute, dans un monde où on est dans un milieu et on essaye d'y rester. Mais néanmoins, je peux vous assurer qu'elle est déjà bien consciente de la réalité, de la diversité des choses. Ça aussi,
Parfois, il a fallu l'attendre. Donc, pour répondre, puisque je n'ai que 3 minutes, je suis convaincu qu'Élisabeth assurera à la monarchie belge une forme de modernité qu'elle n'aura encore jamais atteint jusqu'aujourd'hui. Et je suis extrêmement confiant. Je suis extrêmement confiant dans l'avenir de la monarchie lorsqu'on la mettra dans les mains d'Élisabeth. Merci. Bruno, on va prendre une dernière question. Je peux encore? Une dernière. Une question, parfait, une quatrième. Alors, la question et à qui elle s'adresse? Bonsoir, alors ma question s'adresse à Monsieur Ottendal. On a constaté de nombreuses fois dans les médias ces dernières années que des hommes et femmes, des acteurs politiques avaient déclaré que la monarchie avait une importance qui n'était pas contestée, surtout en Belgique. Alors j'aimerais savoir que direz-vous et comment direz-vous à ces hommes et femmes politiques que la monarchie n'est pas le bon système? Oui, je ne suis pas persuadé du tout, quant à moi, qu'il y a dans le monde politique un unanimisme dans la défense du modèle monarchique. Il y a, c'est vrai, dans le monde politique belge, et on l'a dit tout à l'heure, un certain conservatisme. On est habitué à ce système, on considère que ce système ne fait pas de mal, et à partir de là, on le maintient tel quel. Moi, je reste convaincu aussi que le vrai problème aujourd'hui, il transcende, et votre question y amène assez naturellement, il transcende le débat monarchie-république. C'est l'image malheureusement extrêmement dépréciée des responsables politiques dans la population. Et un vrai danger, d'ailleurs, qu'on n'a pas évoqué ce soir, c'est qu'on essaye de mettre en contrepoids de ça quelqu'un qui aurait toutes les qualités de la terre et qui serait le chef de l'État. Et il est clair aussi que le monde politique belge, de manière générale, est de manière constante assez peu fier de lui-même et donc n'est pas le moteur de réforme. Mais le monde politique, c'est aussi la NVA. Aujourd'hui, il est clair que ce parti a mis un peu en sourdine son anti-monarchisme parce qu'un peu comme le cheval de Troie, il se sent bien dans l'État fédéral. Mais il ne faut pas imaginer que le monde politique va être dissocié de la population. Alors aujourd'hui, ici en tout cas c'est clair, il y a une majorité qui prévaut encore pour défendre ce système, mais il est clair que son caractère suranné va faire qu'il va être de plus en plus difficile à vendre et que de plus en plus on passe non pas à l'hostilité à l'égard de la monarchie, mais pire que cela à l'indifférence. Et l'indifférence à l'égard d'un système politique, c'est toujours le germe de quelque chose qui ne ressemble pas à la démocratie et qui devient inquiétante. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut avoir le courage, avant que le système ne s'effondre comme le bloc de l'Est s'est effondré, de réinventer un système politique qui soit ancré dans la modernité. Je vous remercie. Merci. Au terme de ces 3 allers-retours entre défenseurs d'une Belgique avec et sans roi, il y a un seul vote, le vote du public que je voudrais remercier d'avoir joué. Non mais rangez votre smartphone, c'est fini maintenant. Monsieur, il sort tout de suite son smartphone. On a clôturé les votes, là c'est bon. Vous avez voté, j'espère, en respectant l'esprit qu'on a voulu, c'est-à-dire en votant pour l'équipe qui avait le plus de panache. Les résultats définitifs, on est à 71% pour le panache de ceux qui défendaient la monarchie. Félicitations. Et très logiquement, le public a voté à 29% pour le panache des jouteurs du camp républicain. Merci à vous. Ici, à l'Académie Royale, on est vraiment à 3 cumulés du Palais Royal, mais je vous jure qu'on n'a pas invité les voisins pour voter. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et je rappelle aussi, Monsieur Asquin, que ça n'est pas la position de l'Académie. Eh bien, je crois que ce qui vient de se passer est tout à fait conforme à l'esprit de l'Académie. C'est-à-dire, il n'y a pas de tabou, c'est une liberté d'expression totale sur des sujets controversés, mais qui sont abordés sous leurs diverses facettes, avec beaucoup de civilité, sans invective, sans violence verbale de quelque sorte que ce soit, dans, je veux dire, une grande convivialité, l'objectif étant de vous permettre à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, de se forger une opinion sur un problème délicat et qui est rarement abordé de façon, j'allais dire, conviviale, de façon sereine. Je crois que la sérénité, véritablement,
ressortez de l'ensemble de vos débats et je tenais personnellement à vous remercier tous et en insistant sur l'apport des plus jeunes, des étudiants. Ils étaient les plus jeunes, ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont été les moins brillants, n'est-ce pas? Et je suis très heureux de cette participation extrêmement active. Et avant de vous donner le mot de la fin, moi je voudrais remercier Florence Hénault et Bruno Coppens pour leur humour, leur malice, leur espièglerie qui est véritablement rafraîchissante et qui a véritablement donné une vie agréable à ce débat. Encore merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Asquin. Merci, monsieur Asquin, de nous avoir prêté votre salon pour cette bataille. Pas de sang, pas de boyaux, que des mots. Merci à Bruno Coppens, mille merci au public qui était là ce soir pour sa présence active et pour ne pas avoir hurlé « Vive le roi » ou « Vive la République » ou je ne sais pas moi. C'est public que nous allons bientôt inviter à sortir, mais pas n'importe comment. Monsieur Asquin, je vous laisse expliquer. Voilà. J'invite maintenant le public à sortir de cette pièce en empruntant les portes qui sont ici à ma droite et à ma gauche, et en suivant ceux qui ont été les porte-paroles, soit de la monarchie, soit de la République. Maintenant, vous votez avec vos pieds. Encore merci, monsieur Asquin, de nous avoir ouvert les portes de l'Académie. On a été propre, on a été poli. J'espère que vous nous réinviterez. C'est en discussion. C'est certain. Allez hop, il y aura une deuxième émission avant de recevoir le Bristol pour la prochaine émission et de débattre du thème à aborder la prochaine fois. Vous, derrière votre écran, si vous avez loupé des morceaux, vous pouvez revoir cette émission sur la plateforme Ovio de la RTBF. Vous commencez à la connaître. Il y a aussi un pendant radio, un développement radio de cette émission avec la plus classe des journalistes de la RTBF, Fabienne Van der Merch. Elle prolonge le débat, elle vous donne rendez-vous samedi sur la première, samedi 14 octobre à 15h sur la première. Monsieur Asquin, pour la 7e fois, merci beaucoup. À vous qui nous regardez sur la 3, merci beaucoup, à la prochaine.